Enfin, c'est sur une note positive et souriante que l'on ouvre ces carnets avec la visite de Jean-Benoît Nadeau qui est à mes côtés. Il y a quelques années, il nous avait bien fait rire avec son livre « Pas si fou, c'est français ». Cette fois, une semaine tout juste après la journée de la francophonie, c'est le français qu'il nous raconte. Europe 1. Je suis ravie de vous recevoir, Jean-Benoît Nadeau. Le français, quelle histoire! C'est donc une nouvelle édition de ce livre, écrit avec Julie Barlow, qui est publié aux éditions Télémac, une sorte d'épopée de la langue française depuis ses origines et de son interaction d'ailleurs avec le monde. Alors vous allez à rebrousse-poil de pas mal d'idées reçues. On déboulonne quelques mythes. Quelques mythes, et notamment un qui consiste à dire que le français serait en déclin. Alors vous dites au début de votre réflexion que le français n'appartient plus à la France depuis 1000 ans et que c'est de la faute des Français. Vous pouvez nous expliquer ça un peu? Ben oui, c'est que en fait, la première colonie la plus ancienne, la plus longue aussi, a été l'Angleterre. Et on le voit très bien parce que la moitié du vocabulaire de base de l'anglais dérive du français. De France, je devrais dire, parce que... La moitié? Oui, alors des mots comme war, pedigree, catch... chase, budget. Tout ça, tout ça, c'est d'origine budget, française. Je vois bien, les autres, pas forcément. Budget, c'était mais... une bougette. Strive, c'était estriver. Staunch, c'était estancher. Pedigree, c'était pied de grue, qui était le symbole en généalogie, etc. Et même en anglais, ils ont fossilisé des usages de prononciation de l'époque. Par exemple, chasser se disait chassier à l'époque en Île-de-France, mais cachier en Normandie. Ça a donné catch et chase, deux mots pour attraper et poursuivre. À tel point que ceux qui lisent le mieux le vieux français ne sont pas les Français ou les autres francophones, ce sont les Anglais. Vous dites qu'au Canada, notamment, il reste beaucoup de formules qui sont beaucoup plus proches du vieux français qu'ici en France. Oui, en fait, ça a évolué de façon différente. Mais ce qui est intéressant du parler canadien, au fond, c'est que la plupart des traits du parler canadien sont en usage en France, mais dans des régions différentes. Ce qui est particulier au Québec, au Canada, c'est le mélange. Des tch, des du, ça se fait à Saint-Étienne. Puis des diphtongues, ça se fait dans les Vosges, puis ça se fait dans le nord de la France. Donc, le parler canadien est plutôt un mélange particulier de traits qui sont tout à fait français. Là où nous, tout simplement, on dit « vous avez un accent amusant, rigolo. » Et vous également. On est au Canada, là, le Québec. Vous expliquez très bien à quel point c'est probablement là que la résistance à l'anglais et que la défense du français a été la plus forte, la plus virulente, la plus combative. Oui, faut comprendre que au Québec, on vit pas non seulement avec l'influence de l'anglais, mais avec la présence de l'anglais. Et donc... on a eu à vivre 2 siècles d'industrialisation américaine et britannique. Nous, on a vite découvert qu'une voiture, c'était pas simplement un moyen de transport, mais aussi un objet culturel. Ce qui fait qu'en 1960, le gouvernement du Québec à l'époque avait envoyé des avions entiers de terminologues en France et en Belgique pour aller chercher le vocabulaire technique en français. Parce que ce vocabulaire-là venait des manuels en anglais, était généralement pas traduit. Les Québécois, donc, s'entendent beaucoup mieux sur la nécessité de politique en cette matière-là, alors que les Français en débattent plus parce que vous vivez pas avec la présence d'anglais, vous vivez avec l'influence, ce qui est pas la même chose. Alors que les Québécois ont dû faire face à des vraies tentatives de politique d'assimilation très fortes. Vous parlez, alors moi j'avais jamais entendu parler de cet objet, de pupitre d'écolier à double fond où on planquait les livres français. Dans certaines parties... C'était il y a pas si longtemps que ça. Alors ça, c'était pas au Québec, mais c'est dans certaines parties du Canada où le français était interdit d'enseignement. Ouais. Et souvent, c'était les communautés religieuses qui tenaient le flambeau. Alors, elles enseignaient le français en anglais. Ça se fait. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque, parce que le français était interdit d'enseignement. Pourquoi on apprend le français? Est-ce qu'il y a toujours une idée de défense comme ça derrière, de combat, de nationalisme quelque part? Une langue est apprise et maintenue parce qu'elle est utile et nécessaire, ou nécessaire. Donc, bien des gens apprennent le français parce qu'il est la clé d'idées. Il est la clé pour s'enrichir. Il est la clé pour connaître le monde. La plupart des anciennes colonies françaises et belges n'ont pas renoncé au français. Elles l'ont encouragé. Et une des raisons de la myopie des Français par rapport au devenir de leur langue, c'est précisément que les réseaux se sont très étoffés et ne passent plus nécessairement par Paris. Vous savez, quand l'Université de ma ville natale, à Sherbrooke, a créé le premier programme de MBA en langue française en 1986,
Ça n'existait pas avant. À Fontainebleau, ils enseignaient ça encore en anglais parce qu'ils pensaient que la langue des affaires, c'était l'anglais. Au Québec, on le faisait en français. Puis ensuite, ça s'est implanté au Maroc. Et ça ne s'est pas fait par l'entremise du gouvernement de la France. Vous êtes en train de nous dire que ceux qui disent « Oh là là, le déclin de la langue française, etc. » devraient relever un petit peu le nez de leur nombril. C'est faux, le déclin de la langue française. Il faut ouvrir les yeux et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'en fait, les gens se basent sur une idée d'un âge d'or de la langue qui n'a jamais existé. À l'époque, on disait l'Europe française. Ce n'était que les cours d'Europe qui étaient françaises et quelques groupes dans certaines villes. Et la France, même à cette époque-là, elle était à peine de 25 % de langue française. À peu près 25 % parlaient le français comme langue maternelle. Dans le pays. Et c'était une langue complètement minoritaire. Ouais. On parle de diversité culturelle, ça a même été inscrit dans une convention de l'UNESCO. Vous avez une expression, vous dites que l'idée c'est de ne pas devenir une colonie mentale. En gros, c'est quand même une question de pouvoir, de répandre ou pas sa langue partout dans le monde. Ça conditionne aussi la manière de penser et la perception qu'on a du monde. Complètement. Par exemple, le purisme, qui est la grande idéologie centrale de la langue française, détermine même la manière dont on compte les gens qui parlent le français, puisqu'on ne compte que ceux qui le parlent très bien. Mais quand vous lisez qu'il y a 1,5 milliard d'anglophones dans le monde, de personnes qui parlent l'anglais, c'est parce qu'on va chercher n'importe qui le baragouine. Parce qu'au fond, eux procèdent d'une culture non puriste de leur langue et ils comptent de cette façon-là. Donc, même une idée qu'on a de la langue, même la culture que nous avons de la langue, détermine notre vision du monde. Il y a quand même encore un attrait sur cette culture française. Vous dites le mot cuisine, ça veut dire gastronomie dans les autres langues. Oui, même qu'à la langue anglaise, ça m'a toujours fasciné, mais ils ont un mot pour l'animal, puis un mot pour l'animal quand on le mange. Et la plupart du temps, quand c'est mangé, c'est un mot français. Alors, snail, qui est l'escargot, quand il est servi, c'est un escargot. Alors, eux sont très étonnés quand ils apprennent le français que c'est le même mot pour la viande et l'animal. Ouais. Le français et le latin de l'anglais, on n'y peut rien. Vous évoquez les puristes à l'instant. Vous faites un vrai plaidoyer pour la diversité du français, pour ce français qui se cause aussi, comme vous dites, et qui se cause pas de la même manière partout dans le monde, et qui participe à la vivacité de cette langue. Et les enfants ne parlent jamais la langue de leurs grands-parents. Et le français n'a jamais été ce qu'il était, puis il ne sera pas ce qu'il est. Bien évidemment, maintenant, il y a des normes concurrentes, il y a des dictionnaires concurrents, il y a des politiques langagières dans les médias, dans chaque média, et en plus la publicité. Il y a Internet, le web qui fait, et l'éducation, la démocratisation de l'éducation qui fait que plus de gens que jamais dans l'histoire de la langue française écrivent. Certes, parfois mal, mais avant, il n'y avait pas de voix. Ouais. Donc c'est plutôt bien, vous dites. On peut se chagriner, mais à mon avis, c'est regarder la réalité dans le rétroviseur. Si on lit des textes de Montaigne dans le texte original, pas celui révisé au 19e siècle, là, le vrai, là, c'est difficile à lire. Et il est à peu près certain que les textes de Welbeck vont être difficiles à lire en 2300. Vous dites d'ailleurs le français de 2010, de 2011, aurait sûrement fait plaisir à Rabelais et Montaigne. Oui, parce que en fait, le purisme a été inventé par Malherbe en 1604. Mais avant lui, les écrivains étaient désinvoltes. Montaigne a 4 orthographes pour Asteur. 6 orthographes pour Asteur. Asteur. Et il prononçait comme ça, Asteur. C'est assez amusant. Et 6 orthographes pour connaître. Ce qui est un petit peu rassurant aussi, c'est que vous remarquez que ces différents niveaux de français écrit se posent exactement les mêmes questions pour l'anglais, pour l'espagnol, pour l'allemand. Et au fond, c'est que ça procède d'une tendance profonde. C'est vivant. Qui découle de la démocratisation de l'enseignement, des technologies de l'information où tout le monde écrit plus que jamais, et de la volonté de s'exprimer. Avec 20 à 30 000 nouveaux mots créés par les francophones chaque année. Par année. Parfois utilisés par une douzaine de personnes pour à peine 6 mois. Mais c'est comme ça, la langue, ça bouge constamment. Jean-Benoît Nadeau, vous écrivez « C'est l'heure de l'anglais pour les 6000 langues de la planète. C'est l'heure de l'influence de l'anglais. » Concrètement aujourd'hui, en 2 mots, est-ce que l'anglais menace l'existence du français d'après vous, après toutes ces recherches que vous avez faites? Pas du tout. Comme le français n'a jamais été foncièrement menacé par le latin ou l'italien, l'espagnol ou l'allemand. La vraie menace au français, c'est lui-même. C'est l'absence de vision, d'ambition de ses locuteurs. C'est le manque d'ambition et peut-être le repli sur soi? Le repli sur soi et la satisfaction popote que tout va bien. Ou au contraire, le repli décliniste ringard, tout va mal. Un peu identitaire? Oui, mais c'est cette idée-là que
qu'on entend en ce moment que le français est en déclin alors qu'il ne l'est pas du tout. Ce qui est certain, c'est que si les francophones ont de l'ambition pour eux-mêmes, inventent des nouveaux genres littéraires, inventent des nouvelles formes d'énergie, inventent des nouveaux moyens de transport, inventent des nouvelles façons de penser, il y a des millions de personnes sur Terre qui vont apprendre le français pour participer de ça. C'est ça, la force d'une langue. 225 millions de personnes peuvent faire beaucoup de choses. Et il n'y a pas de main invisible. Tout le monde tire la couverture de son côté. Alors on va se quitter en disant vive la désinvolture. Vive le français de demain. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Benoît Nadeau. Le français, quelle histoire aux éditions Télémac. On y apprend plein de choses. Un livre positif pour regarder devant.